nous allons passer à la perspective recherche. Je vous présente Madame Annabelle Cumin, qui est professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, qui est également experte en éthique et membre du comité scientifique à l'Unité de soutien SSA Québec, présidente du comité d'éthique de la recherche du CIUS de l'Estrichus. Et je vous présente aussi Mme Catherine Wilhelmy, qui est patiente partenaire à l'Unité SSA Québec et au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et publics. Donc, mesdames. Merci beaucoup. Catherine va s'occuper des diapositives. Merci beaucoup, Catherine. Je te laisse commencer. Bonjour, je suis Catherine Wilhelmy, je suis patiente partenaire. Et moi, Annabelle, comme on a présenté, ravie d'être avec vous ce matin. Alors, on est là pour vous parler un peu des perspectives patients et chercheurs concernant les données de santé. Si on regarde ça dans toute la question des données de santé, il y a comme deux mondes qui doivent se rencontrer puis qui demandent à être mieux informés pour démystifier puis défaire les inquiétudes. Actuellement, si on caricature un petit peu d'un côté, il y a les chercheurs qui veulent posséder les données, puis il y a les patients qui veulent pouvoir posséder leurs données aussi, puis pouvoir en disposer comme et quand ils le souhaitent. Il y en a certains qui voient les données comme un genre de responsabilité sociale. Le fait de les partager, c'est comme une responsabilité sociale. Puis il y en a d'autres qui sont plus jaloux de ces données-là. Heureusement, il y a des solutions qui existent puis qui permettent de rejoindre les objectifs de chacun. Tout à fait. Donc, on est vraiment ici aujourd'hui pour participer collectivement à trouver des solutions. Il en existe, je pense, je suis assez confiante, pour l'implantation réussie d'un système de santé apprenant au Québec. Alors, tout d'abord, je pense qu'on a déjà établi de façon très éloquente que pour améliorer les connaissances, il faut une utilisation secondaire des données. Il faut des données de qualité, puis il faut qu'elles soient interopérables. Mais il faut aussi reconnaître que les données de santé, ce n'est pas seulement dans des dossiers médicaux d'établissement, mais c'est aussi dans des dossiers de clinique, c'est aussi dans des objets connectés. Cela dit, donc il y a un défi supplémentaire, mais cela dit, quand on regarde les différentes de projets de recherche, dont le nôtre au Québec, les citoyens, ils sont vraiment largement d'accord, 9 sur 10 par rapport à l'utilisation secondaire de leurs données pour la santé. C'est un accord qui est conditionnel, puis on va l'explorer un peu plus. Ce n'est pas surprenant, là, ce débat-là, il est là, il est présent depuis longtemps. Il y a des échos dans la presse publique. Bref, il faut avancer maintenant. Donc, les chercheurs, pourquoi ils ont besoin de données? Bien, ils en ont besoin pour des utilisations secondaires qui sont de plus en plus variées. Là, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des systèmes de santé apprenants. Et puis, tout ça, ça fait qu'il y a une ébullition dans les écrits. Il y a énormément de choses qui se publient par rapport au concept qu'il faut revisiter les modèles traditionnels de consentement. Vous avez entendu pourquoi la limite. Il y a des éthiciens qui proposent un cadre d'éthique nouveau pour accompagner la venue des systèmes de santé apprenants. Puis, il y en a d'autres, des chercheurs danois dont j'aimerais vous parler un peu plus, qui proposent un métaconsentement comme une approche raisonnable, équilibrée. Et c'est vraiment sur ça qu'on s'est penché avec des groupes de discussion au Québec. Dans ces groupes de discussion, ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait vraiment un soutien fort pour une utilisation par défaut de données. Ça, c'est le 87,3 que vous voyez, pour de la recherche académique où les données restent au Canada. Les données sont libérées d'identifiants directs et il n'y a pas de visée commerciale. Par contre, le consensus, il s'effrite. Ça, c'est vous voyez à droite en bas, lorsqu'on parle du contraire, donc de recherche avec visée commerciale, peut-être à l'international, avec peut-être des identifiants directs ou indirects. Donc, il faut vraiment prendre en considération que pas toutes les utilisations secondaires sont vues également. Comme patient, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés dans les groupes de patients partenaires en recherche dont je fais partie. Il y a eu une grosse réaction suite à la déclaration du ministre Fitzgibbon qui parlait
de nos données de santé comme d'une mine d'or. Oui, oui, c'est vrai, mais un instant, il va falloir nous asseoir autour de la table, les propriétaires de ces données-là. Tout à fait. Donc, pour les chercheurs, ils sont soumis à beaucoup d'exigences. Puis, je dirais qu'au Québec, on a quand même une longueur d'avance par rapport à la gouvernance. On a vraiment beaucoup exploré les politiques et les cadres de gestion pour les banques de données et les biobanques. Et puis, ceux-là, ils répondent aux exigences des patients que vous voyez ici par rapport à avoir vraiment un cadre qui fournit beaucoup d'éléments, donc ce qui est transparent par rapport à qui va avoir accès aux données, pourquoi, quelles seront les mesures de sécurité qui seront mises, mais qui garde aussi une participation. Donc, qui dit bonne gouvernance dit vraiment engagement citoyen, patient qui est significatif. Puis, il existe des bons exemples, effectivement, ici et ailleurs. Catherine, est-ce que tu as une opinion, par exemple, sur certains des exemples? Oui, ben, ce qui nous interpellait, nous autres, c'était beaucoup la notion d'éviter de réinventer la roue. Il y a des modèles qui existent puis qui fonctionnent. Ben, partons de ceux-là. Il y a Carthagène qui fait des travaux sur ce sujet-là depuis un grand bout de temps, depuis 20 ans, puis qui ont déjà beaucoup d'échantillons biologiques puis de données de santé sur beaucoup de Québécois puis Québécoises. Il y a ICES aussi, là, qui a une structure qui fonctionne, puis qui encadre bien la sécurité puis la confidentialité. Ça génère beaucoup de publications sur... quand on cherche quand on cherche sur PubMed, ça génère au-dessus de 900 publications qui exploitent cette plateforme-là. Fait que c'est de partir, c'est possible de mettre en place un système qui est sécuritaire puis accessible. Fait qu'on devrait être capable de le faire. Oui, justement, il y a vraiment des beaux modèles, mais vraiment, il faut réfléchir parce que, comme je vous ai dit tantôt, pas toutes les données de santé se retrouvent sont très, très distribuées et dans le téléphone même. Donc, il faut réfléchir à quelque chose qui est un peu plus méta. Dans cette diapo, rapidement, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que c'est la différence d'un côté, lorsqu'on informe puis qu'on demande la permission dans un sondage que nous avions fait, on voit un très grand accord, mais lorsque cet accord-là, il s'effrite complètement, lorsqu'on est dans un modèle où on n'informe pas, la transparence n'est pas au rendez-vous, puis on n'a pas réfléchi à un processus pour obtenir un accord des citoyens. Je pense que c'est la base même du partenariat patient, puis l'information est super importante ici. Il y a beaucoup de choses à partager à ce niveau-là sur les enjeux puis tout ça. Nous a frappé dans notre sondage, c'est encore l'importance de l'autonomie au Québec pour les patients. Donc, quand on demandait aux citoyens, donc c'est vraiment un sondage, il y a des limites, là, puis le professeur Caron a des travaux intéressants dont je vous parlais dans la prochaine diapo. Mais quand on demande de se camper par rapport à un énoncé qui est plus en faveur de l'autonomie, c'est 2 sur 3 qui choisissent cet énoncé-là par rapport à l'énoncé qui est plus le bien public. Mais heureusement, ils sont mobilisables et c'est ce qu'on va vous montrer un peu dans la prochaine diapo. On voit là-dedans, ça rejoint les propos autant de Karina que de Sylvain. Les patients veulent pouvoir décider de leurs données médicales. Donc, quand on les a rencontrés dans les groupes de discussion en 2019, puis c'était dans plusieurs régions du Québec, et c'était aussi avec des groupes moitié-moitié faibles et haute scolarisation. Donc, c'était important pour nous d'essayer d'avoir un maximum, même si ce n'était pas un échantillon parfait, mais quand même très intéressant. Et l'ouverture par rapport à des approches alternatives au consentement était tout à fait présente vraiment si on avait l'imputabilité, la transparence, qu'on informait, on éduquait, beaucoup de commentaires en faveur de la sensibilisation. Et je vous ramènerai le professeur Caron est avec nous aujourd'hui, puis il a vraiment fait une démonstration très élégante dans son enquête de comment les 20% qui étaient contre, a priori, l'utilisation secondaire de leurs données sont tout à fait mobilisables et mobilisés lorsqu'ils comprennent pourquoi le bénéfice individuel ou collectif, lorsqu'ils comprennent quelles sont les mesures de sécurité qui seront mises. Et peut-être qu'il pourra participer à la conversation tantôt. Donc, quelles sont les solutions concrètement? Ce qu'on a exploré avec les travaux de Claret, c'était la possibilité de mettre de l'avant un portail transparence et consentement. Et ce qu'on voudrait vraiment par cette approche-là, c'est d'avoir un outil où, au Québec,
qui sensibiliserait, éduquerait, qui pourrait justement apporter d'informations par rapport au retour des résultats, qui expliquerait les utilisations actuelles qu'on fait des données pour la santé publique, une utilisation qui est tout à fait nécessaire, et qui parlerait aussi de comment l'utilisation de données peut améliorer l'efficacité du système, peut réduire les coûts. Puis, à l'intérieur de ce système-là, il pourrait y avoir un aspect consentement, puis c'est vraiment le modèle du métaconsentement que je pense qui est le plus intéressant pour nous parce il est complémentaire au cadre législatif. Puis donc, quand on en parlait à l'aide de capsules vidéo, puis à l'aide d'échanges avec des citoyens, il y a beaucoup qui nous disaient qu'ils étaient tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas déjà? C'est vraiment la base. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, c'est super, il faut ça, mais moi, je n'irai pas changer les situations par défaut. Je pense que je ferai confiance tant que c'est arrimé avec une institution de confiance. Et ils ont nommé beaucoup le carnet de santé. C'est ce qui est intéressant là-dedans, parce qu'il n'y a pas de one size fits all. C'est pas tout le monde qui va vouloir accéder à ça. Mais le fait d'avoir le choix, puis de considérer les besoins, les besoins qui sont différents chez les personnes, c'est un pas important vers une plus grande participation, puis une meilleure compréhension de la part de la population. Donc, le métaconsentement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est complémentaire. Donc, je veux d'abord expliquer que ça ne se substitue pas aux lois en vigueur. Donc, la loi de la santé publique continuerait à avoir une utilisation de données qui n'est pas modifiable, mais sur laquelle on peut éduquer. Ceci se rajoute pour combler l'enjeu par rapport aux données qui sont distribuées, qui ne sont pas nécessairement couvertes actuellement par un cadre de gouvernance d'une banque ou qui sont dans un établissement de santé. Mais la perspective du citoyen, ben, c'est quand même une donnée de santé. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un système tiered, donc de consentement à plusieurs niveaux, où, par exemple, par défaut, comme ils nous ont dit que ce serait acceptable, il y aurait une utilisation, donc c'est ça le feu vert, par défaut pour certaines, donc il y aurait pour certaines catégories de projets. Donc, toute recherche qui reste avec des données au Canada, qui est faite dans un milieu académique, avec des données anonymisées, ben ça, par défaut, c'est une utilisation. Et après ça, on est déjà prévoyant par rapport à d'autres utilisations pour lesquelles on informe le citoyen. Donc, je pense qu'on a tout à fait la capacité, les outils informatiques maintenant pour rejoindre la majorité. Donc, il y a quand même un enjeu là pour la littératie numérique, là, on pourra y revenir. Mais on informe. Et à la fin de cette période, une période de temps déterminée, la personne peut se manifester. Donc, à feu jaune, c'est que si elle ne se manifeste pas, on présume son consentement, donc c'est un opt-out. Et puis, d'autres catégories d'utilisation pourraient être associées à un feu orange. Et là, ce serait à la fin d'une période donnée. Si la personne ne s'est pas manifestée, on n'utilise pas ces données. Donc, il faudrait vraiment déterminer ces valeurs par défaut avec la société et ce serait modifiable pour certaines utilisations. Ça ne serait pas modifiable pour d'autres, comme je vous dis, la santé publique et aussi lorsqu'il y a un enjeu peut-être de validité scientifique. Donc, si on voit que de perdre trop de données affecterait la qualité, là, on avise que à ce moment-là, on ne peut pas faire un opt-out. Quand on les rencontrait, oui, Catherine, je vais te laisser. Oui, ce genre d'option-là, ça obtient l'accord de 8 personnes sur 10. C'est assez fort. Donc, je pense que ça répond à un besoin. Donc, pour que ça marche, les conditions gagnantes qui sont ressorties dans les groupes de discussion, c'est qu'il faut que ce soit arrimé avec quelque chose de confiance. Il faut que les choix par défaut soient décidés par et pour la société. Il faut un accompagnement du professionnel de la santé de première ligne parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès facilement à un ordinateur et qui a la littératie nécessaire. Et il faut vraiment faire attention à certaines populations qui sont en situation de vulnérabilité. Et donc, c'était vraiment l'extrait que je vous ai mis, c'est quelqu'un qui vient d'un groupe de faible scolarisation. Au final, les chercheurs font un travail extraordinaire pour essayer de comprendre ce qu'il faut pour qu'on reste en santé. La clé pour qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, c'est les données de santé qui nous concernent. Puis là, comme société, je pense qu'il y a un point où on ne peut pas demander aux chercheurs de chercher les mains liées puis les yeux bandés. Oui, les données de santé, comme disait Vincent Dumais d'entrée de jeu, comme le disaient Karina et Sylvain un peu plus tard,
C'est une question sensible, puis il y a des enjeux qui sont vraiment importants, mais il y a des solutions qui peuvent être acceptables, puis il y a une ouverture de la participation, de la part des citoyens. Puis on pense que c'est vraiment l'avenir des données, c'est en amenant toutes les parties prenantes autour de la table pour trouver les solutions qui vont convenir